Les militants FCBE de Ndali réaffirment leur soutien au président Boni Yayi. Ils ont organisé à cet effet une marche de soutien appuyée d'un meeting politique. Projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable, la SONEB reçoit le soutien de ses partenaires pour le lancement de la phase 3. La deuxième phase a connu des résultats encourageants. Activité du chef de l'État pour démarrer cette édition, le président Boni Yayi a reçu en audience plusieurs personnalités. Les échanges ont porté sur diverses questions ayant trait à la sécurité alimentaire. Les détails, c'est avec Emmanuel Sebo. Une nouvelle initiative pour l'alimentation, la santé et la nutrition sera mise en œuvre dès les prochains mois au Bénin. En vue de garantir le succès de ce projet, il a été mis en place le Conseil national pour l'alimentation et la nutrition. Le président de ce conseil, à la tête d'une délégation, a été reçu par le président Boni Yayi. Ils ont fait au chef de l'État le point des diligences déjà réalisées à quelques jours du démarrage du projet. Notre pays a signé un accord de prêt avec la Banque mondiale pour un montant de 28 millions de dollars US, ça fait environ 14 milliards de francs CFA, pour financer le projet multisectoriel alimentation, santé et nutrition. Et il s'agit pour nous maintenant, étant donné que les préparatifs sont prêts, nous voulons lancer officiellement le projet. C'est un projet qui veut s'attaquer aux problèmes d'alimentation et de nutrition, en ciblant particulièrement ce qu'on appelle l'opportunité, la fenêtre d'opportunité des 1000 premiers jours. C'est à partir de la conception jusqu'au 23e mois de l'enfant pour améliorer la situation actuelle de notre pays qui est dramatique, qui est le taux de malnutrition de cette catégorie de personnes qui est très élevé. Or, on sait que les problèmes de malnutrition créés à cet âge-là produisent des séquelles qui sont irréversibles et qui affectent la personne humaine jusqu'à sa mort, programment la personne d'ailleurs pour une certaine qualité de vie et pour la plupart du temps une qualité défectueuse. Et donc c'est contre ce fléau que ce programme s'attaque maintenant pour couvrir 40 communes du Bénin qui ont déjà été identifiées sur la base de critères objectifs de taux de prévalence de la pauvreté et de la malnutrition. Le chef de l'État a par ailleurs échangé avec un émissaire du président de la Guinée équatoriale. Aucune déclaration n'a été faite à la presse. Le gouvernement a sorti un communiqué ce soir pour apporter des clarifications au sujet d'un certain nombre d'accusations portées par des compatriotes. Ces derniers accusent en effet le gouvernement de n'avoir pas payé les agents déployés pour l'actualisation de la LEPI. Dans le communiqué, le gouvernement dégage sa responsabilité et rappelle qu'il ne doit plus rien au COS-LEPI. Suivez la déclaration du secrétaire général du gouvernement, toujours au micro de Emmanuel Sebo. Certains de nos compatriotes interpellent avec insistance le gouvernement sur des sujets relatifs au processus électoral en cours dans les termes suivants. 1. Le non-paiement des agents locaux d'actualisation ALA et les délégués d'actualisation d'arrondissement d'art. Cette situation est généralisée dans l'ensemble du pays et est source énorme de mécontentement. 2. Le non-paiement des indemnités et des frais de sensibilisation dus aux chefs de village. Cette catégorie de citoyens, constituant les leaders d'opinion, reste très mécontente. 3. L'acquisition des licences Oracle pour sécuriser l'intégrité informatique de la base de données de la LEPI en vue d'éviter les pertes d'informations. Fin de citation. À l'analyse de ces propos, le gouvernement appelle l'attention de nos concitoyens avec non moins d'insistance sur le fait que, selon les propres affirmations du vice-président de COS-LEPI sur les zones de l'ORTB, le gouvernement ne doit plus aucun sou au COS-LEPI. Ainsi, toutes les sommes dues aussi bien aux agents locaux d'actualisation, ALA,
aux délégués d'actualisation d'arrondissement d'art qu'aux chefs de village le sont exclusivement par le COS LEPI. En ce qui concerne l'acquisition des licences Oracle, cette question évoquée en son temps par le COS LEPI a été réglée par le ministre de l'Économie par la mise à disposition de la somme de 295 millions de francs CFA déjà comprise dans leur budget. En tout état de cause, le gouvernement n'est en aucun cas responsable de cette situation de non-paiement des frais et émoluments qui prévaut actuellement sur le terrain. Le gouvernement constate, non sans inquiétude, qu'elle pourrait être, si elle n'est pas rapidement jugulée, porteuse de lourds préjudices à l'organisation dans la quiétude des élections législatives le 26 avril 2015, municipales, communales et locales le 31 mai 2015, conformément à la décision DCC 15-001 de la Cour constitutionnelle en date du 9 janvier 2015. Le gouvernement invite donc instamment le COS LEPI à régler avec diligence, esprit de suite et responsabilité ces préoccupations de nos compatriotes. Enfin, il n'est pas superfétatoire de rappeler que dans le processus électoral, 3 missions incombent au gouvernement. Le financement des élections, ce qui est fait et reconnu de tous. La convocation du corps électoral, ce qui sera fait en respect de la décision de la Cour constitutionnelle, et la sécurisation des élections dont toutes les dispositions afférentes sont prises. Le président du Fonds patriotique pour la Renaissance FPR poursuit sa tournée de sensibilisation dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Après Abomey-Calavi, Godomé et Agla, Fred Kouenou et son état-major sont descendus ce mercredi dans la 15e circonscription électorale. C'est un reportage de Loris Sokounon, lu par Jean-Claude James. C'est une foule en liesse qui a accueilli Fred Kouenou à la maison des jeunes d'Akpakpa. Ces femmes et jeunes de la 15e circonscription électorale ont répondu à l'appel pour soutenir l'orateur du jour. Aujourd'hui, la communauté internationale reconnaît le mérite du président Bonigaï. Il a été porté récemment à la tête de l'Union africaine. Il a été porté ensuite à la tête de l'UMOA. Il a été reconduit de nouveau à la tête de l'UMOA. Ça veut dire que dans ce pays, un effort est fait. Et si notre pays, le Bénin, en dépit des difficultés que nous traversons encore, a eu le mérite, ces 8 dernières années, d'attirer sur lui les feux de la rampe. Le président Bonigaï en est évidemment pour quelque chose. Ceux qui tentent de le conjuguer au passé, dites-leur, ce n'est pas eux qui le font, c'est vous qui décidez de ce que vous devez enterrer définitivement un homme politique ou de ce que vous devez continuer de marcher dans sa vision. Dans son décryptage de l'état de la gouvernance du Bénin, 25 ans après l'avènement de la démocratie, le président du Front patriotique pour la Renaissance s'est fait l'éclaireur d'une génération qu'il invite à une prise de conscience. Le Bénin de demain, c'est nous. J'ai l'habitude de dire, partout où je passe, que le Bénin de demain se construira avec sa jeunesse ou ne se construira jamais. Vous avez le choix entre retourner en arrière ou soit continuer, progresser. Le message est compris, l'adhésion totale. Et pour répondre à ceux qui avaient prédit un fiasco pour cette rencontre, Fred fredonne une chanson populaire reprise en chœur par l'assistance. Une
marche de soutien appuyée d'un meeting politique, c'est ce à quoi se sont adonnés les militants des Foscori pour un Bénin émergent dans la commune de Ndali. Leur objectif, montrer leur soutien aux idéaux du président Boni Yayi. Aziz Alagbe, reportage. Les partisans et sympathisants des Foscori pour un Bénin émergent, FCBE, de la commune de Ndali battent le macadam. Ils expriment ainsi leur soutien à Boni Yayi. C'est les Foscori pour un Bénin émergent, toujours derrière Yayi Boni. Nous ne sommes pas ingrats. Yayi Boni a fait beaucoup pour nous. Ndali a aussi bien voulu donc se joindre à tous ceux qui se sont déjà prononcés. L'Alliance FCBE est la première force politique donc, du département du Borgou. Les populations de Ndali ont exigé que la marche se poursuive à Ndali. Une marche de soutien qui aboutira à un meeting politique. Leaders de FCBE, association de jeunes, groupement de femmes et têtes couronnées ne marchandent plus leur adhésion aux idéaux du chef de l'État. Cette famille qui s'est déjà constituée est appelée à grandir. Elle grandit comme vous le constatez. La pierre principale qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de langue. La principale de langue pour nous aujourd'hui, c'est bien sûr Dr Yayi Boni. Tous plaident pour l'adhésion aux Foscori, la majorité présidentielle. Cette rencontre serait l'ultime invitation à rejoindre la maison mère qui, selon eux, reste les FCBE. Il n'est pas encore trop tard. Revenez au bercail, je crois que c'est le bon moment. La vérité est claire. Yayi Boni est celui que nous vivons, nous, à Ndali. Pour ces militants, le doute qui planerait en Ndali est enfin levé. Ce qui se disait, ce qui se croyait, n'est que de l'illusion et que Ndali demeure bel et bien dans le bloc FCBE. Vous êtes bel et bien sur la bonne voie. Je suis venu vous dire, mes chers parents, gardez-vous de vendre l'héritage que Yayi Boni nous laisse. Tout comme la diaspora de l'Atakora Donga Ndali, cette marche de soutien et ce meeting ont également connu la participation des représentants des FCBE et des autres communes du Borgou à Libori. Marche suivie de meetings également à Karimama et Malanville. Les militants FCBE de ces deux communes sœurs réaffirment leur engagement à soutenir les actions du chef de l'État. Ils étaient réunis autour de leur leader, Idrissou Bako. Témoin de l'événement, Alessandra Djotan. Le Dendiganda, regroupant Karimama et Malanville, répond fortement à l'appel de Idrissou Bako. C'est pour montrer toute notre gratitude à l'endroit du président de la République et tout notre soutien jusqu'à la fin du deuxième quinquennat. Après un long parcours, les marcheurs se sont regroupés dans la cour de l'arrondissement central pour le meeting. Des différentes réformes qui ont consisté à donner plus de visibilité dans nos différentes localités. Grâce à ces différentes réalisations, nous qui sommes jeunes, nous avons répondu massivement à cet appel. Et c'est le moment de passer en revue les dites réalisations. Avant 2006, le Dendiganda était considéré comme un bastion de personnes qui ne participaient pas à la gouvernance de la République. Il a fallu l'avènement du docteur Boni Yayi pour que la vallée du Niger soit bien valorisée. En plus de cela, notre localité a bénéficié de beaucoup de choses. Il ne reste aujourd'hui que Karimama. Nous allons donner le courage nécessaire au président de la République pour que désormais on ait le goudron de Guinée jusqu'à Karimama. Face à cette volonté, aucune alliance ne pourra avoir le soutien des FCBE si cette alliance ne va pas dans le sens orienté par le chef de l'État. Les forces Kori pour un Bénin émergent de la première circonscription électorale sont plus que jamais décidées à conquérir aussi bien le pouvoir local que législatif pour les élections qui pointent à l'horizon. Revenons à Cotonou pour parler de la criminalité transnationale
organisé qui est passé à la loupe. Le crime qui se passe dans un pays et possède des manifestations dans un autre pays est qualifié de crime transnational organisé. Les membres de l'autorité nationale de lutte contre la corruption ont réfléchi sur cette préoccupation à travers une étude qui a porté sur les procédures judiciaires relatives aux affaires de criminalité transnationale organisée et la corruption. Le rapport de cette étude a fait l'objet d'un atelier. L'état des lieux révèle que cette criminalité existe bel et bien au Bénin. Les détails avec Jean-Claude James. Une douzaine de juridictions et 24 structures de la police et de la gendarmerie ont été visitées dans le cadre de cette étude. Au cours de cet atelier auquel participent les professionnels de la justice, représentants des partenaires techniques et financiers, acteurs de la société civile, le rapport de cette recherche va focaliser les attentions. On doit retenir de façon concrète que dans nos juridictions judiciaires, dans les tribunaux, dans les structures de sécurité comme la police et la gendarmerie, il y a des cas de criminalité transnationale organisée en lien avec la corruption. Ça, c'est un fait. Et ces cas, on peut les scinder en plusieurs. Le banditisme, le grand banditisme, trafic de devises, trafic de drogue, trafic d'objets rares, par exemple, même trafic d'enfants, trafic d'êtres humains. Ces faits existent. Cette étude a pour objectif de collecter des données sur les affaires relatives à la criminalité transnationale organisée et la corruption au niveau des administrations compétentes. Deuxièmement, d'analyser la pertinence des données collectives pour apprécier à terme l'évolution des affaires relatives à la criminalité transnationale organisée et à la corruption connue au niveau du système judiciaire. Troisièmement, d'appréhender les obstacles et les défis dans les procédures judiciaires portant sur des cas de criminalité transnationale organisée et de corruption connus au niveau des juridictions. Cette étude sur les procédures judiciaires relatives aux affaires de criminalité transnationale organisée et de corruption est la première d'une série de 11 évaluations. Les membres de l'ANLC souhaitent qu'une attention particulière soit accordée au dossier du genre. Élaborer des curricula d'ingénierie adaptés à une formation professionnelle efficiente, tel est l'objectif que vise le ministère en charge de la formation professionnelle. Pour atteindre cet objectif, une formation a été conçue à l'intention de l'équipe des concepteurs des 10 curricula. La cérémonie d'installation de l'équipe thématique AS4 ingénierie du programme CAPEFA UNESCO Bénin a été présidée par le ministre Alassane Soumanou Diemba de la formation professionnelle. Compte rendu Alain Dossouyovo. Je vous déclare installé, je vous déclare prêt à organiser votre réunion atelier parce que le temps presse. Ils sont aujourd'hui 110 000 étudiants béninois inscrits dans les facultés et écoles de l'université d'Abomey-Calavi. Parmi ces 110 000, 70 000 suivent les cours en faculté de droit ou littéraire. Des enseignements qui ne débouchent forcément pas sur un emploi. Voilà pourquoi le gouvernement du Bénin a voulu concevoir un programme de formation technique et professionnelle à leur intention. Et ce, à travers les programmes CAPEFA que l'UNESCO a bien voulu appuyer. Dans le dispositif, non seulement pour le groupe élargi, il y a l'Institut qui doit avoir ses capacités renforcées parce qu'eux, ils sont les professionnels de la chose. L'Institut national d'ingénierie de formation et de renforcement de capacités. Donc les cadres, après, bénéficieront donc d'un renforcement de capacités spécifique, des consultants spécialisés doués en la matière pour que le gouvernement ne cherche plus toujours des consultants pour faire le boulot alors que les capacités donc de certains acteurs nationaux ont été renforcées pour ce faire. En procédant à l'installation officielle de l'équipe thématique Axe 4 ingénierie du 10 programme, le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et de la reconversion des jeunes a souhaité que nos lycées deviennent de véritables unités de production et de services.
Je suis très heureux de vous retrouver ici tous présents parce qu'il est clair pour le Bénin qu'il s'agit désormais d'apprendre pour entreprendre. Entreprendre pour créer des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, pour créer les emplois et surtout la richesse nationale que le docteur Boniaï voudrait toujours partager. À terme, l'axe 4 du CAPEFA permettra de développer des compétences en BTP et en agroalimentaire et de renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles des structures de formation professionnelle du Bénin. Éradiquer la pauvreté de nos sociétés à travers la scolarisation des filles et des garçons, c'est l'un des objectifs visés par la coalition Action 2015. Les acteurs de ce mouvement veulent croire que 2015 sera une année charnière qui permettra de changer l'avenir des peuples. Le ministre en charge de la coordination des politiques de mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement et des objectifs durables a soutenu cette initiative en procédant au lancement officiel de la campagne Action 2015 Bénin. C'était ce jeudi au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Grande initiative mondiale, la campagne Action 2015 travaille aux côtés des leaders mondiaux et des populations. Son objectif est de prendre des décisions urgentes contre la pauvreté extrême, la faim et de faire en sorte que tous les enfants aient accès à l'éducation. Les peuples à l'échelle mondiale veulent la fin de l'injustice, de la pauvreté et de l'analphabétisme. Notre monde est connecté à la jeunesse et cette jeunesse est prête. Cette jeunesse est mobilisée plus que jamais pour voir et savoir que le changement réel puisse avoir lieu. La présence du ministre en charge de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement traduit la solidarité du gouvernement vis-à-vis des engagements que porte cette campagne Action 2015. Septembre 2015 devra donc connaître de l'achèvement d'un long processus de formulation des objectifs du développement durable. Processus centré dans sa phase active depuis 2012 avec successivement les travaux du panel de haut niveau du secrétaire général des Nations Unies et le groupe de travail ouvert de l'Assemblée générale des Nations Unies. Lorsque l'on sait que la réussite ou l'échec de ces sommets et de ces rencontres détermineront la nature de la marche de l'humanité vers le progrès, il devient aisé de comprendre les peurs et les doutes de la société civile. Leaders mondiaux, société civile, organisations professionnelles, chacun doit jouer sa partition pour garantir le développement et éradiquer la pauvreté. La Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, lance la phase 3 d'un projet d'envergure. Il s'agit du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable. La phase 2 va bientôt finir et a connu des résultats encourageants qui permettent aux partenaires de s'engager à nouveau pour accompagner la SONEB dans ses activités. Reportage Loukiat Dangouzato. L'eau, notre vie, notre richesse, quand elle devient fragile et se fait rare, il faut une mobilisation. C'est le mobile réel de cette rencontre entre la SONEB et ses partenaires techniques et financiers. Une mobilisation pour lancer la phase 3 du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Cotonou, Abomey-Calavi et Semek-Podji. La phase 2 étant presque à terme, des défis s'imposent. Le défi le plus grand aujourd'hui à relever est d'apporter de l'eau de qualité et en quantité suffisante à toutes nos populations urbaines et périurbaines, et ceci en peu de temps. Pour atteindre cet objectif, nous sommes persuadés qu'il faut améliorer la gouvernance de l'eau. Cette gouvernance, la SONEB en est consciente et rappelle quelques points de son cahier de charge. La SONEB, en tant qu'opérateur public, doit fournir de l'eau à l'ensemble de la population des zones urbaines et périurbaines du Bénin, mais dans un cadre aussi de tarification et de péréquation adéquate et selon les règles
qui rendent le paiement acceptable pour tous. Mais elle doit aussi assurer la viabilité économique et satisfaire à la plupart des objectifs et des engagements pris avec les pouvoirs publics, vous, les partenaires techniques et financiers, et aussi les consommateurs. Avec la phase 2, la SONEB a connu de grandes réalisations telles que les volumes vendus, la croissance des abonnés et beaucoup d'indicateurs encourageants, ce qui mérite l'engagement des partenaires. Tout ça nous a rassurés, tout ça nous a inspiré la confiance que la SONEB peut mener à bien des projets d'investissement d'envergure. Et c'est pour ça que la BEI a souhaité continuer à travailler avec la SONEB et a obtenu le financement de la phase 3 des études qui va maintenant démarrer. Il y a une raison assez importante à démarrer cela maintenant parce que nous voyons, ou nous avons vu l'année dernière, que la phase 2 qui est en train de s'achever atteindra déjà les limites de ce projet puisque dans certaines configurations, certains jours de pointe, on peut déjà avoir des soucis d'alimentation. Donc il est urgent de démarrer la phase 3 maintenant et la BEI veut accompagner la SONEB dans ce projet. La SONEB, de son côté, s'engage à mettre en œuvre les recommandations issues des échanges sur ce projet. Les quartiers périphériques de la ville de Parakou seront bientôt électrifiés. Le député Rachid Gbadamassi est descendu sur le terrain pour se rendre compte de la mise en exécution des instructions du chef de l'État. Nouroudine Safara pour le point de cette visite de terrain. Rachid Gbadamassi, au milieu d'une population enthousiaste, a l'idée que leurs quartiers vont bénéficier du raccordement au réseau électrique de la SBEE dans les tout prochains jours. Les travaux d'extension de l'énergie électrique sont en cours grâce au plaidoyer du député Rachid Gbadamassi auprès des autorités compétentes. Honorable Rachid Gbadamassi, grâce à votre implication et votre détermination, notre quartier Okédama a bénéficié de la construction d'un module de 3 classes avec bureau et magasin à l'école primaire publique Okédama. La réalisation de la voie principale du quartier, le pont qui relie Okédama Est à Okédama Ouest et le pont qui relie le quartier Okédama au quartier Titirou. Notre plus grand souci est l'extension du réseau électrique. C'est alors une immense joie pour nous, car après cette manifestation, d'autres voies de notre quartier seront électrifiées. Cela donnera à coup sûr la chance à beaucoup de ménages de bénéficier du courant électrique et de s'adonner à des activités génératives de revenus. Par cette descente, Rachid Gbadamassi vient constater avec les populations que le président de la République respecte ses engagements. Comment ne pas remercier personnellement le président de la République, le Dr Yahya Boni. Lorsque je suis allé le voir pour lui dire, cher papa, à Parakou, il y a des quartiers qui ne sont pas électrifiés. C'est là que nous avons posé le problème d'Okédama, de Bayerou, de Bakerou, de Rutokarou, Banikani 1, Banikani 2, Banikani 3, Kourobrolou et Tourou. Et c'est là que le chef de l'État a instruit Kassa. Nous ne sommes pas parlementaires de bureau. C'est à nous d'aller vers les décideurs et poser le problème de nos mandats. Je ne suis pas un homme politique qui vient sur le terrain à l'approche de campagne. Moi, je suis toujours avec vous. Le président Boni Yahi et le député Rachid Gbadamassi ont souvent répondu aux sollicitations des populations et les jeunes des quartiers bénéficiaires s'engagent à leur renvoyer l'ascenseur au moment opportun. Et il faut dire que les femmes balayeuses et les sages du quartier Camp à Dagbé ont profité du séjour de Rachid Gbadamassi à Parakou pour lui soumettre leurs préoccupations. Le député de la 8e circonscription électorale invite par ailleurs les populations des quartiers Baparapé, Agbagba et Ladji Farani à également échanger avec leurs frères sur l'actualité du moment. Le reportage est toujours signé Nouroudine Safara.
Les populations du quartier Camp Adagbe se souviennent des actions de Rachidi Gbadamassi à la tête de la municipalité de Parakou. Actions qui, selon elle, ont contribué à améliorer leurs conditions de vie. Vous, honorable, à votre arrivée à la tête de la mairie de Parakou, vous avez pensé à ces femmes analphabètes en créant un projet d'assainissement, c'est-à-dire balayer toute la route de la ville, et comme ces routes sont insuffisantes, vous avez pavé presque toutes les rues de Parakou. Et tout ceci, toujours pour que toutes les femmes soient satisfaites et puissent être rémunérées à la fin de chaque semestre. Honorable Rachidi Gbadamassi, vous n'êtes pas une personnalité que les femmes de Parakou peuvent oublier. Monsieur l'honorable, c'est vous qui avez créé la maison des jeunes de Camp Adagbe. Les feux tricolores pour réduire les accidents dans la commune à statut particulier, la commune de Parakou. Le lotissement d'une partie délaissée de Camp Adagbe et de beaucoup d'autres réalisations que nous ne pouvons pas tous citer ici. Les habitants du quartier Camp Adagbe saisissent l'opportunité pour présenter certaines doléances aux députés. La principale requête est relative au pont qui relie Camp Adagbe au quartier Albarika. Sur cette préoccupation, le député rassure. Vous savez, depuis environ 2 jours, je suis à Parakou. Et ma mission, c'est de visiter, recenser les doléances de nos populations, relancer certains projets initiés et réceptionner certains projets achevés. Vous avez parlé du pont de Albarika. Par rapport à ce pont, le chef de l'État, le docteur Yahi Boni, a initié un projet qu'on appelle le projet PORAD, projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation. Et je peux vous dire que d'ici mars 2015, le pont d'Albarika sera réalisé. À la suite de la séance de Camp Adagbe, Rachidi Gbadamassi répond à l'appel des populations des quartiers Baparapé, Agbagba et Ladjifarani. Il s'est agi là des échanges sur l'actualité sociopolitique. Nous restons toujours avec Nouroudine Safara pour parler de la réception d'un module de 3 classes plus bureau au complexe scolaire Banikani 2 à Parakou, acquis grâce au contact du député Rachidi Gbadamassi. Après la cérémonie de réception, le député est allé remettre les sites à l'entreprise chargée de réaliser des forages de puits au centre islamique Al-Ouda, puis au lycée des jeunes filles du Borgou à Libori. Ce bâtiment sort les écoliers des paillotes où ils étaient exposés aux intempéries. Le module de 3 classes entièrement équipé va permettre aux enfants d'étudier dans de meilleures conditions. Fini la peur du vent, de la chaleur accablante de l'après-midi, de la tornade pour 3 classes. Honorable député, vous venez de nous demander de mieux faire et tenez-vous tranquille. Nos résultats, une fois encore, combleront. Honorable député Rachidi Gbadamassi, grâce à votre dynamisme, nous avons obtenu une avance de la part du président de la République, son Excellence Dr Boni Yahi, ce qui a permis le lancement de ce joyau que nous réceptionnons aujourd'hui pour le bonheur de la population de Banikani Rose-Croix. Aussi demanderai-je à la population d'aller à l'école de l'honorable Gbadamassi. La préparation d'une relève de qualité passe par la création de conditions confortables d'études aux enfants, selon Rachidi Gbadamassi qui a plaidé pour la construction de ce module de 3 classes. Pour sortir le Bénin de l'ornière, il faut une éducation digne de ce nom. Parce que nous sommes conscients qu'il n'y a pas d'avenir sans l'éducation. Après Banikani, Rose-Croix, nous et nos partenaires, nous avons déjà mobilisé plus de 100 tonnes de ciment pour les écoles primaires et les CG. Dans les 100 tonnes, mes partenaires et moi, nous allons démarrer par l'école primaire Banikani 1. C'est ça qu'on appelle
prospérité partagée. Au centre islamique Al-Houda, il se posait un problème d'eau. Rachidi Gbadamassi trouve la solution. Ce problème d'eau est devenu un problème crucial pour cette mosquée. Dieu m'a éclairé, je suis allé vers l'honorable Rachidi Gbadamassi. Pour permettre aux élèves du lycée des jeunes filles de disposer de l'eau potable à plein temps, Rachidi Gbadamassi, appuyé par ses partenaires, a déjà déployé les engins sur le terrain pour le forage d'un puits. Passation de commandement au groupement régional nord de la gendarmerie à Parakou. Le chef d'escadron Zakari Takiyaya est installé dans sa nouvelle fonction de commandant par le directeur général de la gendarmerie. Il remplace ainsi à la tête du groupement le lieutenant-colonel Mohamed Saké, appelé à faire valoir ses compétences à un autre poste. Plus de précisions avec Majid Tchaledji. Après 24 mois passés à la tête du groupement régional nord de la gendarmerie, le lieutenant-colonel Mohamed Saké passe le témoin au chef d'escadron Zakari Takiyaka. Revue de troupes, remise du drapeau et le nouveau commandant prend enfin le commandement du groupement. Le nouveau commandant du groupement régional nord de la gendarmerie, conscient de l'immensité de la tâche à lui assignée, souhaite la collaboration des uns et des autres. Sans paix, sans développement. Donc je pense que c'est ce à quoi je vais m'atteler. Je sais que c'est une mission difficile, très noble, mais avec le temps, je saurai comment arriver à convaincre mes collaborateurs, tout le personnel qui seront sous mon commandement, afin qu'on puisse faire un effort supplémentaire. C'est vrai qu'on n'a pas assez de moyens, mais avec le peu qu'on a, on peut arriver à faire grand-chose s'il y a la volonté. Dirigé par le directeur général de la gendarmerie, la cérémonie de passation de charge a pris fin par un défilé sous le regard des collègues, parents et amis des commandants sortants et entrants. L'assainissement du secteur de formation en conduite automobile au Bénin, la Fédération des auto-écoles agréées du Bénin en fait son cheval de bataille. Les acteurs du système ont été conviés en assemblée générale ordinaire à Parakou. Objectif, diagnostiquer les maux qui minent la corporation afin d'y remédier. Alessandra Diotan a pris part à l'ouverture des travaux. La Fédération des auto-écoles agréées du Bénin a vu le jour à l'issue d'un séminaire national organisé les 17 et 18 janvier 2014. Elle constitue la structure fêtière de cette corporation. La naissance de la Fédération des auto-écoles agréées du Bénin a permis aux autorités de la DGTT et aux partenaires intervenant dans l'éducation et la sécurité routière d'avoir un interlocuteur valable pour soutenir les réformes initiées, pour structurer, organiser, contrôler ce secteur dont l'importance n'est plus à démontrer. Nous avons réfléchi aux modalités devant permettre de redynamiser le sous-secteur des auto-écoles dans le contexte où on nous accusait de contribuer d'une manière ou d'une autre à la dégradation de la sécurité routière dans notre pays. En effet, ils ont la lourde responsabilité de la formation en vue de l'obtention du permis de conduire, le titre de base, d'où cette exhortation. Il est à nous, suivant les statistiques, la plupart des accidents sont causés par des véhicules automobiles et les enfants démontrent parfois l'imprudence de leurs conducteurs. C'est pour cela que la doléance de ma direction assise serait d'insister sur la qualité des enseignements transmis aux candidats de permis de conduire ou de leur formation dans vos différentes auto-écoles. Cet enjeu exige l'assainissement du secteur. Comme premier pas, il sera procédé à la sensibilisation des promoteurs et professionnels d'auto-école au respect des tests et réglementations en vigueur en la matière. En collaboration avec la Direction générale des transports terrestres, la phase répressive sera amorcée, notamment la neutralisation des indélicats en soif de gains faciles qui s'érigent en auto-école.
De Parakou, allons maintenant à Dogbo où David Gbangba, député FCBE, participe à l'épanouissement des jeunes de cette commune. Il a construit dans cette localité un centre de formation professionnelle et d'apprentissage. Les jeunes du centre ont profité de sa visite dans la commune pour lui témoigner leur gratitude. Le reportage est signé Jean-Claude James. Ce sont les jeunes de la commune de Dogbo qui bénéficient des services du centre de formation professionnelle et d'apprentissage. Une infrastructure qui a vu le jour grâce à la générosité de l'honorable David Gbangba. L'occasion est tout à fait indiquée aux bénéficiaires pour exprimer leur gratitude. C'est vous que le grand Dieu a utilisé pour nous sauver et nous bénir. Qu'il vous bénisse et vous s'élève davantage. Recevez en plus de nos remerciements le vœu de santé, de prospérité, de bonheur, de paix et de brillant succès dans toutes vos initiatives. Heureux de participer à l'avenir de ces jeunes, le donateur se préoccupe déjà de l'insertion de ces pensionnaires dans le monde du travail. Dans la vie d'un homme, c'est important d'écrire la page de son histoire, de sa vie. Je ne voudrais pas quand même être le seul à bénéficier de ce que le Seigneur a mis dans ma main. Soyez rassurés, à partir de l'année prochaine, le directeur départemental est là, le directeur du centre est là. Nous allons commencer à acheter les équipements. Et commencez par monter des ateliers. Pour que quand vous allez finir, vous allez vous retrouver autour des coopératives au niveau de chaque arrondissement et sur toute l'étendue du département. Je profite de ce canal pour inviter toute personne, morale ou physique, de venir en aide aux enfants démunis du centre qui, pour raison d'alimentation, abandonnent précocement la formation. Dieu sait qu'ils sont nombreux. Ils sont dans ce centre plus de 120 apprenants en formation dans divers secteurs d'activité. À Dakhé, par contre, dans la commune de Houeyogbe, s'est tenue une rencontre de réconciliation et d'union des fils et filles des départements du Monokoufo. Une rencontre qui a connu la participation des maires, des sages et autres personnalités de la localité. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un comité de médiation. Les assises ont eu lieu sous la direction de Sa Majesté Dada Aouian Kopon II, Houdegbe, le roi de Dakhé. Reportage Fabrice Hermelan Gomez. Entouré des personnalités politiques et administratives du Monokoufo, le roi de Dakhé, sa cour et les têtes couronnées et religieuses prennent à cœur cette situation problématique, faite de divisions, de mésententes et de querelles intestines qui menacent les deux départements. Les jeunes n'en peuvent plus de subir et en appellent à la sagesse des sages et notables. Le département du Monokoufo est toujours en arrière pour son développement par rapport aux autres départements. À ceci s'ajoute la politique politicienne qui sème la zizanie au sein des fils et filles du Monokoufo, qui se tournent dos et ne parlent plus le même langage pour le développement de leur propre localité. Chère Majesté, chers sages, cette situation ne permet pas une cohésion, une union des fils et filles de notre département, mais favorise plutôt la solitude qui freine le développement du département. Chacun y est allé avec détermination, soit pour des louanges, des doléances ou des messages d'hommage, d'exhortation, de reconnaissance et de réconciliation. L'absence de solidarité, la division et les clivages politiques sont indexés. C'est autour du développement que pourrait se réaliser cet objectif d'union, suggère Sa Majesté, le roi de Dakhé. Je demande à tous et à toutes la cohésion, la fraternité. Parce qu'aujourd'hui, si on nous demandait qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, nous sommes en fête. Et quelle fête? La fête d'union.
des fils et filles du Mono et Koufo. Notre rencontre d'aujourd'hui, mes frères derrière peuvent le témoigner. Un petit exemple. À Zé, dans la même commune, deux frères en politique ne se saluaient jamais, ne se regardaient jamais. Il y avait plus de 15 partis dans cette zone pour un Bénin. L'union poursuivie et recherchée entre les filles et fils des départements du Mono-Koufo semble un tremplin à des appétits politiques. À la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, il pourrait se tenir une élection complémentaire après celle de janvier 2014. Cette décision de la ministre en charge de l'industrie et du commerce suscite beaucoup de réactions, parmi lesquelles nous vous proposons les points clés de l'analyse de Maître Atita, rencontré par une équipe de la rédaction. Oui, l'élection complémentaire. Une administration peut organiser une élection complémentaire. L'essentiel est que cela soit conforme aux tests. Donc il faudrait revoir donc les tests d'abord de la CCIB, les statuts de la CCIB, les conditions dans lesquelles ces statuts autorisent ces élections complémentaires. Mais le deuxième aspect, c'est ça qui est très important, c'est de voir les conséquences que l'administration voudra tirer de cette élection complémentaire. Est-ce que de par cette élection complémentaire qui a lieu, qui est projetée pour des semaines ou des jours à venir, on va en arriver jusqu'à l'élection, à de nouvelles élections au niveau des organes dirigeants de l'institution consulaire, que ce soit au plan national ou au plan régional? C'est là que se pose le problème. Toute la difficulté se trouve là. Je le dis parce que quand vous prenez les tests même, les statuts de la CCIB, la première élection a eu lieu en 2014, en janvier 2014. Le ministère du Commerce disposait d'un délai maximal de 60 jours pour procéder au renouvellement, aux élections nouvelles s'il y avait lieu. Et personne ne lui imposait un délai pour l'installation. L'installation, c'est dans le délai de 15 jours des élections. Alors, vous comprenez que, au lieu d'agir dans le délai de 60 jours, le ministère ne l'a pas fait, et c'est plus d'un an après qu'on veut faire des élections nouvelles complémentaires. Plus d'un an après. Jusque-là encore, c'est tolérable. Mais ce qui ne va pas être tolérable, c'est que ces élections complémentaires aient pour objectif de déboucher sur de nouvelles élections des organes dirigeants. Et quand vous prenez l'article, le statut, d'ailleurs même l'article 106 des statuts est formel là-dessus. Parce que l'article 106 dit même qu'en cas de contestation sur les élections, lorsque le ministre du Commerce procède à l'installation des nouveaux élus et des organes, même un recours n'est pas suspensif de sa décision. Alors, donc, je pense que la mesure qui est projetée dans un éclairage de droit, je ne pense pas que cette élection puisse déboucher sur des élections au niveau des organes dirigeants, parce que c'est là que va se trouver la difficulté, c'est là que va se trouver le problème. Et si ça devait être fait, absolument, un juge administratif doit pouvoir intervenir pour trancher le contentieux. Mais personnellement, je ne pense pas que cela soit possible, c'est un risque et un grand risque. Il y a assez de principes de droit qui n'autorisent pas que l'on en arrive jusqu'à remettre en cause l'élection des gens déjà élus. Ce n'est pas possible, cela ne me semble pas possible. Pas du tout. Ça va poser un grand problème, un grand désordre juridique, hein? Même jusqu'au niveau du bureau national. Je pense qu'il faudrait donc éviter cela.
La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a procédé mardi dernier à la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2014. Une rencontre sanctionnée par le point des rapports étudiés et adoptés et les activités effectuées durant les 4 mois de travail de cette session. Le point de la cérémonie de clôture, c'est avec Renaud Akakmo. C'était le jeudi 18 septembre dernier que les conseillers à la RAC ont ouvert la deuxième session ordinaire de cette institution pour le compte de l'année 2014. À l'heure du bilan, ce mardi 20 janvier 2015, le point des rapports examinés et adoptés et celui des activités menées au cours de la durée de cette session ont été faits devant le collège des conseillers. Le deuxième rapport est celui du 6 octobre 2014 relatif à l'accès équitable aux médias du service public. En adoptant ce rapport, les conseillers ont retenu ce qui suit. L'organisation d'un séminaire national avec tous les acteurs pour faire le bilan de l'application de la décision numéro 98-050/AC relative à l'organisation de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias de service public, puis procéder à son amendement. Pour ce qui concerne les activités qui ont été menées, elles sont essentiellement les séances de prise de contact et la signature des conventions, puis les missions. Avant de procéder à la clôture de la dite session, le président Adam Bonitessi a rappelé au collège des conseillers l'imminence des tâches de régulation relativement aux prochaines joutes électorales. J'invite les uns et les autres à persévérer dans l'effort afin d'aborder avec des chances de succès les défis qui attendent la RAC au cours de la première session ordinaire de l'année 2015, notamment la gestion de la campagne médiatique des élections législatives et des élections communales, municipales et locales de 2015. Les conseillers devront donc accepter le sacrifice d'ouvrir une session ordinaire dans les tout prochains jours pour examiner ces dossiers prioritaires. Le président de l'organe de régulation des médias a également invité les conseillers à se tenir mobilisés pour relever les autres défis qui se profilent à l'horizon. Le ministre en charge des questions de sécurité a procédé ce mardi à la remise de lettres de félicitations à quelques éléments de la sécurité publique. L'acte posé par l'autorité de tutelle vise à susciter plus d'engagement au niveau des forces de l'ordre sur le rôle à jouer pour le maintien de la sécurité des personnes et des biens. La cérémonie organisée à cette occasion a eu lieu dans l'enceinte du dit ministère. Awa Chérif pour le compte rendu. Un hommage aux forces de l'ordre béninoises à l'orée de cette nouvelle année 2015. À travers une lettre de félicitations, Simplice Kodio reconnaît le sacrifice de ces hommes en uniforme, gardiens de la sécurité des biens et des personnes. Un geste qui renvoie ainsi ces agents de sécurité à plus d'engagement dans leur mission. L'année 2014 a été difficile pour les forces de sécurité publique en général et la police républicaine en particulier. Mais fort heureusement, la tendance a été très vite renversée et le peuple a pu célébrer les fêtes de fin d'année en toute quiétude. C'est d'ailleurs pour saluer le courage des forces de sécurité publique et leur détermination en dépit des vents et des tempêtes que j'ai tenu à organiser cette cérémonie pour rendre à la hiérarchie et à la troupe la reconnaissance de la nation. Toutefois, mes chers collaborateurs, la sécurité étant une quête permanente, nous ne devons jamais dormir sur nos lauriers. Pour le directeur général de la police nationale, les forces de l'ordre doivent cultiver en leur sein une cohérence légale du dispositif sécuritaire pour mieux servir le peuple. Il a également profité de cette occasion pour faire des doléances. Je remercie très sincèrement Monsieur le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes qui nous a permis ce matin d'avoir la fierté d'être sapeurs-pompiers béninois, policiers béninois et gendarmes béninois. Il est temps que la République du Bénin fasse asseoir son dispositif sécuritaire sur des outils et non sur des hommes. Monsieur le ministre, nous avons besoin de salles d'opération dans toutes les villes.
Nous avons besoin de salles de commandement. Nous avons besoin de moyens. Je veux parler d'un régime particulier d'assurance pour les blessés et les morts et leurs familles. Et je compte sur vous, monsieur le ministre. Et je pense que vous êtes l'homme qu'il nous faut pour nous écouter. Vous êtes l'homme qu'il nous faut pour nous accompagner. Vous êtes l'homme providentiel. Le ministre reconnaît la bravoure et le courage de ces agents de sécurité qui, en voulant défendre le peuple, se sont sacrifiés. L'année 2015 est donc placée sous le signe de la sécurité des biens et des personnes pour combattre les hors-la-loi. Le ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle valide son plan de travail pour le compte de l'année 2015. Les différents cadres de ce département se sont retrouvés pour apprécier le chemin parcouru en 2014 et valider celui de l'année en cours. C'est une démarche qualité qui vise à améliorer la performance de ce secteur. C'était à la salle de conférence de la tour administrative. Le présent atelier vise à apprécier d'une part les résultats issus de l'exécution du plan de travail annuel gestion 2014 du ministère de l'enseignement secondaire et d'autre part d'examiner minutieusement le plan de travail annuel gestion 2014 en vue de l'améliorer. Le budget gestion 2014 du ministère est engagé à 102,52% et exécuté globalement, base ordonnancement, à 96,73%. L'exécution du budget gestion 2014 du ministère de l'enseignement secondaire a connu non seulement des difficultés, mais aussi des performances élogieuses. Nous avons doté nos différents collèges, lycée technique industriel, lycée technique agro-pastoraux, lycée technique commercial, tertiaire, les centres de formation professionnelle, les centres de métier. Nous leur avons donné suffisamment de matériel pour l'atteinte des dispositions financières mises à notre disposition. L'heure est désormais à l'entrepreneuriat. Selon le ministre de l'enseignement secondaire, pour pallier au chômage, il faudra resserrer l'écart entre l'enseignement général et l'enseignement technique. Nos lycées techniques et nos centres de formation professionnelle contribuent à la fixation des jeunes dans leur localité. Lutter contre l'exode rural, la délinquance et le banditisme, c'est l'enseignement technique qui peut faire ça. Qui est bandit, qui est délinquant, les jeunes qui ne travaillent pas, qui ne font rien. Eh bien, l'enseignement technique prépare les apprenants à un métier de plomberie, de menuiserie, de couture, de coiffure, d'ingénieur, d'électronicien, de mécanicien, etc. Le ministre a pour finir exhorté les enseignants à instaurer dans les lycées le management de qualité. L'Institut des frères franciscains chevaliers du cœur immaculé de Marie vient de mettre à la disposition de l'Église catholique Saint-Jules appelés de Dieu. La cérémonie de leur consécration s'est déroulée à l'église Saint-Jean de Cotonou. Commentaire sur image, Loris Crounon, Jean-Claude James. C'est un grand jour pour ces 5 jeunes gens qui viennent de franchir la première étape de leur vie religieuse. Après un cheminement de 12 ans dans la piété, les voilà consacrés pour servir le Christ dans l'union des frères franciscains, chevaliers du cœur immaculé de Marie. Des gens peuvent se dire, il y a beaucoup de congrégations sur la place. Pourquoi alors une nouvelle naissance? Les frères franciscains chevaliers du cœur immaculé de Marie. Jésus leur répondra, je ne suis pas venu important, je suis venu pour les pécheurs, les malades que nous sommes. Homélie, prière et bénédiction des vêtements et cordons pour l'accomplissement de leur mission dans la plénitude. Ces appelés à Dieu ont réitéré leur engagement devant l'archevêque Antoine Gaillet. Nous devons parvenir à cette perfection en évitant toutes les vertus de la Vierge Marie et plus particulièrement l'humilité.
Il revient maintenant à ses appelés de donner un bon témoignage du Seigneur à travers un respect scrupuleux des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est cet élément qui vient mettre un thème à cette session unique de l'information du soir sur la chaîne du service public. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée en compagnie de nos programmes.